Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par plusieurs éléments concernant les indices de prix, notamment aux États-Unis. On va commencer par ça, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, donc vendredi à 17h, c'est quelques heures après la publication des chiffres de prix à la production aux États-Unis, qui marque un rebond plus fort qu'attendu. Donc, non pas qu'il y ait une pression massive sur les prix à la production aux États-Unis, la croissance des prix s'est relativement normalisée, mais on attendait des indices de prix inférieurs à ce qui était publié, à la fois sur la partie globale, en fait, l'indice de prix à la production globale, et les indices de prix à la production hors alimentation et hors énergie. Et donc, ces chiffres un peu plus marqués qu'attendus, mais ils font écho à ce qu'on a eu également cette semaine. C'est un rendez-vous pour les indices de prix aux États-Unis, notamment les prix à la consommation aux États-Unis. Et qu'ont montré ces indices de prix un peu plus tôt dans la semaine? Eh bien que l'inflation sous-jacente, celle donc ce qu'on appelle les CPI cœur, donc les prix à la consommation, inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et hors énergie, eh bien que cet indice de prix n'avait pas fait de progrès, que la pression sur les prix cœur, sur les prix hors alimentation et hors énergie, n'avait pas fait de progrès en fait entre décembre et janvier, toujours une progression en rythme annuel de 3,9%. Et même si le chiffre d'inflation globale aux États-Unis, lui, par rapport au mois précédent, est ressorti en amélioration, c'est-à-dire un peu moins de pression sur les prix, le chiffre qui est ressorti est quand même ressorti assez nettement au-dessus du consensus. Alors, pourquoi on parle comme ça de prix, d'indice de prix et avant d'aller dans le raisonnement, à noter également que les anticipations d'inflation à 12 mois chez les consommateurs américains, telles que mesurées par l'Université du Michigan, eh bien, sont également en léger rebond. On est à 3% d'inflation anticipée par les consommateurs américains sur les 12 prochains mois. On était à 2,9 le mois d'avant. Donc, est-ce que c'est le signe qu'il y a un rebond, un risque inflationniste ou de deuxième vague d'inflation qui apparaissent? Non, là, le propos n'est pas là. La question, c'est en revanche toujours ce rythme de ralentissement de l'inflation, ce rythme d'atterrissage de l'inflation et de retour vers l'objectif de 2%. Quand on parle d'inflation cœur à 3,9%, c'est toujours très largement, c'est le double en fait des 2% souhaités par la Fed, même si on sait, et c'est important de le préciser, que la Fed, sa mesure principale d'inflation, c'est pas l'inflation CPI cœur, c'est l'inflation PCE, c'est une autre mesure d'inflation qui, elle, continue de montrer des signaux d'amélioration, mais le risque que l'on a désormais après ces publications, notamment de prix à la production qui rebondissent plus fortement qu'attendu, et puis également ces anticipations d'inflation chez les consommateurs, mais aussi, et pour moi surtout, le CPI cœur, c'est-à-dire que l'autre mesure de l'inflation aux États-Unis, de l'inflation sous-jacente, elle reste à arrimer pour l'instant à 3,9%. Et avec, on le voit bien quand on regarde la décomposition de cette inflation, on voit que c'est une inflation qui persiste quasi exclusivement dans les salaires. L'énergie contribue négativement, les biens, l'inflation sur les biens contribue négativement au chiffre d'inflation globale, donc c'est quasi exclusivement une inflation dans les services qui persiste aux États-Unis. Et on rappelle encore une fois que les services, eh bien, c'est 80% de l'économie américaine, même un peu plus, et que donc c'est l'inflation qui est la plus incrustée, qui est la plus dure finalement à ramener à 2%. Et dans ce contexte-là, on ne voit pas pourquoi la Fed se presserait en fait de baisser les taux, sachant que les messages qu'on a eu également assez récemment, et on va en parler là dans quelques instants, de plusieurs membres de la Fed, et aussi du côté de l'Europe, on va en parler un petit peu de l'Europe, mais montrent qu'il y a une patience, une volonté d'attendre avant de baisser les taux. Donc ça a son importance parce qu'on rappelle que sur les marchés américains, notamment le marché obligataire, le taux à 10 ans américain, il y a quelques semaines, il évoluait à 3,8%. On est remonté ces deux, trois dernières semaines, aux alentours de 4,3%. Au moment où on se parle, on est même un peu au-delà de 4,3%. Alors certes, on arrivait à un sommet sur le taux 10 ans qui était un peu au-delà de 5%. Ça, c'était à peu près à la fin de l'automne. Ensuite, les taux ont chuté jusqu'à 3,8%. Courant décembre, et ensuite là vous voyez depuis la rentrée, enfin depuis depuis janvier et février, on a remonté à 4,3%. Et donc ça a quand même une incidence si vous voulez cette remontée des taux, parce que on avait noté que les taux de crédit aux États-Unis s'étaient détendus, notamment les taux de crédit hypothécaire, les taux à 30 ans qui sont les taux de référence, s'étaient détendus, et on observe que comme les taux longs américains ou les taux moyens 10 ans notamment se redressent, et bien on commence à observer également depuis quelques semaines un petit redressement des taux de crédit aux États-Unis. Et donc ça va probablement avoir son importance sur la dynamique économique américaine. Et à ce propos, qu'est-ce que l'on note? On note que les chiffres macro qu'on a eu cette semaine, les gros chiffres importants américains cette semaine, c'est
c'était les ventes au détail, elles sont ressorties à moins 0,8%, on les attendait à moins 0,1 seulement, donc un chiffre bien plus dégradé que ce qui était prévu. Et les mises en chantier, on a eu le chiffre là en cette fin de semaine, les mises en chantier en variation mensuelle, on est à moins 14,8%. Donc énorme trou d'air, hein, moins 14,8%, il faut remonter au printemps 2020, donc au pire moment de la crise Covid en fait, hein, pour trouver de telles variations mensuelles sur l'immobilier. Donc on ne va pas dire et faire un rapport sur l'économie américaine sur 2 données, mais simplement on souligne jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que les taux s'étaient redressés aussi, la résilience de l'économie américaine sur l'emploi, dans les services notamment, hein, ISM Service qui avait rebondi à 53, bon rapport sur l'emploi, des inscriptions au chômage également, toujours relativement basses. Donc on disait, ben, ça effectivement c'est un catalyseur pour que les taux repartent, et donc la Fed ne va pas se précipiter. Et aujourd'hui on se rend compte que le paysage s'affine un petit peu, c'est que le contraste que l'on a, c'est qu'on a on est peut-être là avec ces chiffres, vente au détail et chiffres sur l'immobilier, peut-être des signaux de ralentissement économique qui commencent à réapparaître aux États-Unis. Mais face à donc on pourrait dire, bah, c'est très bien, la Fed du coup va ajuster ses taux par rapport à ça. Si l'économie ralentit, la Fed va ajuster les taux. Mais sauf que la Fed, elle a besoin aussi de données sur les salaires qui ralentissent. Or, ce n'est pas le cas, c'est même l'inverse. Ces derniers temps, ça a plutôt réaccéléré sur les salaires aux États-Unis. On est retombé dans la zone des 4%, on a monté à 4,5% récemment en termes de progression annuelle. Donc ça réaccélère un peu sur les salaires, et les données hebdomadaires que nous avons sur les inscriptions au chômage ne montrent pas vraiment de tension de ce côté-là. Il n'y a pas plus d'inscriptions au chômage, il n'y a pas de décollage d'inscriptions au chômage. Donc ça, c'est le signe, et on parle bien de données hebdomadaires, là, hein, donc où le lag, où le retard est assez faible finalement. Et puis on ne remarque pas de dégradation comme ça rapide du marché de l'emploi, même pas du tout. C'est un marché qui reste pour l'instant toujours très robuste, tendu, hein, pour reprendre les termes de la Fed. Et donc un marché de l'emploi qui reste très bon, avec des salaires qui progressent encore assez fort, un taux de chômage à 3,7%. Eh bien ça, la Fed n'a pas de raison d'aller chercher à baisser les taux dans cet environnement-là. Parce qu'il y a toujours cette question de la boucle salaire par rapport au prix, et puis parce que jusqu'à présent, les chiffres d'inflation, on le voit encore là, sur l'inflation cœur et prix à la production, bah, certaines données d'inflation ne sont pas complètement rassurantes. Encore une fois, non pas qu'on craigne un rebond, mais elles ne sont pas complètement rassurantes sur le fait qu'il faille embrayer là, assez rapidement sur les baisses de taux. Pardon. Et donc, ce que nous pourrions commencer à avoir un peu comme sentiment, qui pourrait peut-être parcourir un peu le marché, c'est que jusqu'à présent, l'économie américaine a été trop robuste pour que la Fed ne baisse ses taux. Peut-être qu'on commence à donc là avoir les premiers signaux de ralentissement, comme on vient de citer, mais comme les autres données que serait la Fed, à savoir marché du travail et indice de prix, eux, cette semaine en tout cas sur les publications qu'on a eues, il n'y a pas eu d'amélioration flagrante de ce côté-là. Eh bien, ça a peut-être créé au sein du marché un sentiment qui est que attention à l'économie qui va peut-être commencer à ralentir. Donc ça, c'est pas forcément génial, évidemment, pour les entreprises, pour l'activité, pour les bénéfices, etc. Donc sur l'aspect un peu macro et micro, le marché peut se dire, ben, ça, attention, c'est pas forcément top. Et si c'était le catalyseur pour que la Fed baisse ses taux, à ce moment-là, le marché se dirait, bon, ben, c'est des moins bonnes nouvelles, donc ce sont des bonnes nouvelles parce que la Fed va baisser ses taux. Mais comme face à ça, vous avez des données sur les prix qui restent robustes, et un marché de l'emploi qui reste là aussi robuste, eh bien, on pourra avoir une situation où la Fed va peut-être laisser un peu l'économie américaine ralentir de manière un peu supplémentaire, ce dont elle a peut-être elle-même besoin pour ramener cette inflation à 2%. Et quand elle aura des signaux supplémentaires de ralentissement de l'économie et des prochaines publications sur l'emploi ou sur l'inflation qui s'amélioreront, à ce moment-là, oui, il y aura les baisses de taux qui accompagneront le soft landing de l'économie. Mais à ce stade, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on soit à ce point-là, si vous voulez. On a peut-être de la macro qui ralentit, mais face à des données de prix et d'emploi qui restent robustes. Donc, peut-être un risque que la Fed laisse un petit peu cette situation perdurer et où finalement les mauvaises nouvelles économiques, ou les moins bonnes, on va dire ça comme ça, plutôt les moins bonnes nouvelles économiques américaines, ne seront plus un catalyseur instantané pour le marché, parce que la Fed ne baisse toujours pas ses taux. Et donc, peut-être qu'on va arriver à un moment donné où le marché va se dire, bon, quand est-ce qu'elle baisse les taux? Quand est-ce qu'elle baisse les taux? Voyant la macro peut-être commencer à ralentir plus fortement dans les semaines à venir et les mois à venir, et la Fed, eh bien, n'envoyant toujours pas de message de baisse de taux. Vous voyez, c'est une espèce de phase comme ça, dans laquelle on pourrait rentrer pendant quelques temps, où finalement les moins bonnes nouvelles sont des moins bonnes nouvelles, et n'appellent pas tout de suite le marché à considérer, ce qu'il a fait jusqu'à présent, que les moins bonnes nouvelles
étaient vraiment des catalyseurs pour les baisses de taux de la Fed. Donc attention à cette phase où on pourrait avoir un petit peu ce qu'on appelle de bad news is bad news, c'est-à-dire où les moins bons chiffres sont pris pour ce qu'ils sont, sans attendre la rescousse immédiate de baisse de taux de la Fed. Voilà pour cette petite analyse. Un autre élément également important cette semaine, on a vu des réactions d'ailleurs après, c'est ce rapport sur l'inflation en début de semaine, c'était mardi, des réactions aussi bien de la Maison-Blanche que du Trésor américain, et qui montrent qu'il y a un certain malaise de ce côté-là, parce que pour le Trésor américain, Janet Yellen explique qu'en gros ce serait une erreur considérable, elle a dit, pour les marchés, parce qu'elle a vu que les taux ont rebondi, que les taux 10 ans, 20 ans, etc. ont rebondi, 30 ans aux États-Unis ont rebondi, même les taux courts ont rebondi. Donc Janet Yellen estime que c'est une grosse erreur, pour reprendre ces termes, elle a vraiment employé ce terme-là, une grosse erreur de s'arrêter en gros sur une publication, une seule publication des chiffres d'inflation, et qu'en gros elle considérait que la tendance de baisse de l'inflation n'était pas remise en cause, mais ce message à l'attention des marchés, là, elle disait c'est une erreur, parce que d'un point de vue effectivement du Trésor, on n'a pas forcément envie de voir les taux repartir très fortement à la hausse, pas du côté de la Fed, mais les taux obligataires repartir à la hausse, parce que pour les adjudications de bons du Trésor ou autres, eh bien c'est pas forcément terrible si le coût de l'argent est beaucoup plus élevé. Donc on sent qu'il y a un peu de malaise quand même du côté de Yellen qui essaie de rassurer finalement sur l'inflation, alors qu'elle est quand même responsable du Trésor, donc c'est plutôt à la Fed de nous parler un peu des questions d'inflation, mais le Trésor s'en mêle. Et puis même du côté de la Maison-Blanche, là aussi c'est une déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, là aussi qui explique selon elle, c'est un peu la position de la Maison-Blanche, qu'il ne faut pas en gros s'attarder seulement sur une donnée mensuelle d'inflation, et puis que c'est la trajectoire globale qui compte. Et ce faisant, il y a peut-être déjà un peu de pression induite de la part des responsables politiques. C'est une pression très légère à ce stade. Même quand on dit voilà, il ne faut pas se focaliser sur un mois d'inflation, c'est un peu un message adressé à la Fed ou à certains de ses membres qui, eux, et notamment, on va en parler, certains considèrent qu'effectivement, il n'y a pas d'urgence à baisser les taux, etc. Alors qu'on sent bien que toute la Maison-Blanche, on aimerait quand même commencer un peu sur ce terrain-là pour ne pas que l'économie ralentisse trop fortement. Mais attention aussi à ce que souhaite la Maison-Blanche, parce que si on pousse la Fed à baisser les taux assez rapidement, vous avez vu que les marchés actions ont connu un épisode haussier extrêmement fort depuis plusieurs mois. Juste une donnée historique, sur les 15 dernières semaines, les marchés ont monté pendant 14 semaines. Une telle statistique n'est pas été observée depuis 1972. Donc, ça veut dire que les marchés actions ne sont pas en souffrance du tout, que la volatilité est basse. Et donc, si la Maison-Blanche fait un peu pression, si les politiques ou le Trésor font pression sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux, le risque, c'est quoi? C'est que les marchés s'envolent complètement. En fait, ils sont déjà chers, les marchés. Ça, on en a déjà parlé. 20 fois, plus de 20 fois les bénéfices anticipés, c'est une moyenne, ce sont des multiples relativement élevés, quand la moyenne à 10 ans, elle est à 17,7, à 17,8. Donc on est sur des marchés actions qui sont sur des niveaux qu'on peut qualifier des niveaux de cherté. Si on leur offre en plus ce qu'ils appellent de leur vœu, et on le voit bien dans leurs anticipations de baisse de taux, le marché pense encore qu'on aura au moins 5 baisses de taux cette année, là où la Fed nous dit qu'il n'y aura que 3 baisses de taux, et on voit bien qu'il y a toujours un grand écart qui persiste entre la Fed et les marchés. Et donc si on sert au marché ce qu'il veut, ces baisses de taux ou autres, alors qu'il n'y a pas encore d'absolue certitude, ou en tout cas de conviction du côté de la Fed que l'inflation, notamment sous-jacente, va encore aller vers 2% à un rythme assez marqué, et assez rapidement, eh bien le risque c'est quoi? C'est que l'inflation, si vous baissez les taux, l'inflation finalement n'aille pas à 2%, qu'elle se maintienne sur un plateau un peu haut, sans forcément rebondir, mais qu'elle se maintienne sur un plateau un peu haut, et que finalement vous deviez ensuite modifier un peu votre message, parce que l'inflation, vous ne la voyez plus baisser. Et donc, pourquoi je dis que c'est pour moi, je pense, c'est un risque pour la Maison-Blanche que d'appeler à ce genre ou en tout cas que de souhaiter potentiellement que la Fed baisse ses taux rapidement, parce que si ça fait encore beaucoup plus grimper les marchés pour un gain politique, on est en campagne, pour un gain politique qui serait assez instantané, donc mars, avril, mai, si les marchés montent encore, ce serait bien de revendiquer ça d'un point de vue politique. Sauf que l'élection, c'est seulement au 4e trimestre, que la vitesse où les marchés ont grimpé ces derniers mois. Si vous mettez de l'huile sur le feu, vous allez les envoyer 10, 15, 20% plus haut. Et déjà qu'ils sont chers actuellement, ça veut dire que leur cherté va encore s'accroître. Et là, vous rentrez dans un risque de formation de bulle, en fait. Et une bulle qui se formerait dans les mois à venir et qui éclaterait juste avant l'élection présidentielle américaine, ce serait là, par contre, un vrai problème politique. Et ce serait
Vous voyez, et ça obligerait la Fed également à réagir à ce moment-là, alors que la Fed veut rester neutre par rapport à tout ça, et son intention, évidemment, n'est pas d'être très active un peu avant ou un peu après l'élection. Son but, c'est d'avoir un comportement normal, ni excessif en termes de politique restrictive ou trop accommodante. Mais donc, si on laisse finalement les marchés imaginer plein de choses et que l'inflation n'autorise pas les scénarios que le marché a en tête, et qu'en plus, il y a une petite pression induite sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux, le risque, c'est qu'en fait, les marchés s'envolent, deviennent un peu incontrôlables à la hausse, et à un moment donné, qu'il faille corriger un peu le tir, et si vous corrigez le tir juste avant l'élection, évidemment, on vous dira que vous avez favorisé l'élection de tel ou tel candidat, et puis ça deviendra à ce moment un problème un peu politique pour la Fed. Donc voilà, attention à ne pas souhaiter trop tôt que la Fed bouge trop vite, parce que les chiffres d'inflation, pour l'instant, ne confortent pas complètement cette idée-là, parce que le marché de l'emploi reste encore robuste, avec des salaires qui progressent encore fortement, mais effectivement, oui, il y a des signaux de ralentissement économique, peut-être qu'on commence à revoir, mais souvenons-nous aussi que la Fed avait souhaité que la croissance américaine évolue un peu sous le potentiel pour s'assurer que l'inflation revienne à 2%. Donc il faudra peut-être passer par ce passage un peu de ralentissement économique, et tant mieux si on y arrive. Là, finalement, on est assez loin encore de l'élection américaine, mine de rien. Donc si effectivement on a encore 2-3 mois où la Fed a besoin d'être sûre effectivement d'avoir ce ralentissement un peu de l'économie et de l'inflation supplémentaire, eh bien il faut lui laisser ces 2 à 3 mois peut-être de délai supplémentaire pour prendre sa décision. Et à ce moment-là, ça poussera aussi probablement, et même souhaitons-le, les marchés à consolider un petit peu, parce que vous avez quand même des comportements assez, semble-t-il, un peu excessifs sur les marchés américains notamment, un peu moins sur l'Europe, mais quand même beaucoup plus sur la partie américaine, sur la tech notamment, avec des verticalités qui réapparaissent sur certaines valeurs. Et ça, quand c'est trop vertical trop longtemps, ça finit généralement par une phase de stress plus intense que si ça avait été maîtrisé un peu avant. Donc il faut finalement souhaiter qu'il y ait un peu de consolidation maintenant, que la volatilité remonte un petit peu. Alors on l'a vu cette semaine, le VIX est quand même remonté à 18, juste après les publications d'inflation, donc il était à 13 à peu près, l'indice de volatilité du SP500, il est remonté à 18, et depuis il est retombé à nouveau à 13 et quelques 14. Et là, en cette fin de semaine, après ces chiffres de prix à la production et anticipation d'inflation des consommateurs, on voit que le VIX remonte un petit peu, ça corrige à nouveau un petit peu sur les marchés américains. Donc moi je souhaite, c'est une analyse personnelle en tout cas, mais que cela persiste un petit peu, que la volatilité ne retombe pas à nouveau à 12 ou 13, qu'elle reste plutôt entre 15 et 20 quelque temps, voire un peu au-delà de 20, ça acterait justement le fait que ça se raccorde un peu plus entre ce que la Fed dit et finalement ce que les marchés intégreraient dans leur prix. Parce qu'en ce moment, on rappelle, il y a encore un grand écart qui persiste entre ce que le marché anticipe en termes de baisse de taux et ce que la Fed nous dit, et ce qu'elle véhicule comme message sur ces baisses de taux. Et un exemple assez simple, c'est encore aujourd'hui, cette nuit, là, c'est Raphaël Bostic de la Fed, qui pourtant habituellement une colombe, Raphaël Bostic, il est dans le top 3 des colombes de la Fed, donc c'est quelqu'un qui est habituellement plutôt pro-politique monétaire accommodante. Il parle de manière claire sur justement le fait qu'il n'y ait pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à baisser les taux. Il dit, je vais vous redonner quelques-unes de ses phrases, il dit l'inflation va probablement ralentir plus lentement que le marché ne l'anticipe. Il dit le marché de l'emploi est remarquablement fort. Il dit la solidité de l'économie plaide pour la patience dans les baisses de taux. Et autre chose, il ajoute qu'il n'y a pas d'urgence non plus à bouger l'ajustement du bilan. En gros, le bilan diminue toujours en taille mois après mois, semaine après semaine. Et lui, Bostic, de la Fed, il nous dit que la liquidité de marché est toujours robuste et soutient une poursuite de la baisse du bilan. Donc oui, il n'y a aucune porte qui s'ouvre là, une baisse de taux imminente, alors que le marché, lui, en est toujours assez convaincu. Alors je ne dis pas qu'il est convaincu qu'il y aura la baisse de taux en mars, ça a été évacué, mais c'est moins le marché pense qu'il y aura une baisse de taux rapide, c'est qu'il considère qu'il y aura quand même beaucoup de baisses de taux cette année. Vous voyez, c'est plus ça le sujet, c'est pas tellement la date de la première baisse, c'est le nombre de baisses que le marché anticipe par rapport au nombre de baisses que la Fed anticipe. Voilà pour ce que nous pouvions dire. Et puis également une petite révision à la baisse cette semaine des prévisions de croissance de la Commission européenne pour la zone euro cette année. Elles ont été abaissées à 0,8% contre 1,2% précédemment. Donc là aussi, on a à peu près une situation où on se dit, on voit que l'économie européenne est quand même assez ralentie ces derniers temps, mais on voit que du côté de la BCE, ce matin encore avec Isabelle Schnabel qui s'est exprimée pour la BCE, là aussi elle a des propos assez similaires à ses homologues de la Fed, en tout cas ceux dont on vient de parler. Elle dit, Isabelle Schnabel, qu'il faut être prudent et ne pas ajuster la politique monétaire prématurément, expliquant que la croissance faible persistante de la productivité accroît le risque que les entreprises transmettent les coûts salariaux aux consommateurs, et donc ce qui freinerait le retour de l'inflation à 2%. Donc vous voyez, là aussi, la BCE, on ne veut pas aller trop vite, et j'ai envie de dire que pourtant la zone euro est en posture un peu moins favorable que l'économie américaine, on l'a bien vu sur les publications récentes, mais pour autant on voit qu'on ne veut pas se précipiter pour la zone euro. Voilà, je pense que certains craignent en fait que, non pas que l'inflation redémarre fort, mais qu'on n'arrive pas finalement à l'ancrer à 2% et qu'elle reste un peu sur un plateau quelque temps. Donc voilà, cette prudence-là,
justifie selon moi les redressements qu'on a eu sur le marché obligataire, les taux, notamment la baisse d'obligations, le rebond des taux, ça c'est justifié. Il faudrait, je pense, que le marché action tienne un petit peu plus compte de ça, parce que jusqu'à présent, le marché d'échange en a tenu compte, le dollar s'est renforcé par rapport à ses propos américains, les taux sont redressés aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais le marché action, lui, est toujours dans un environnement toujours assez détendu finalement, en constatant que tout ce qu'il entend de la part des banques centrales, c'est que du bruit, malgré le fait que le marché obligataire, qui souvent montre un petit peu la voie, malgré le fait que le marché obligataire, lui, intègre ces changements ou en tout cas ces rappels de la part des banquiers centraux à ne pas aller trop vite concernant les baisses de taux. Voilà pour l'analyse de la semaine écoulée. En quelques secondes, ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Début de semaine très calme. Ce sera President's Day aux États-Unis lundi, donc jour férié pour les banques, donc une activité qui sera peut-être un petit peu ralentie. Les marchés seront quand même ouverts, mais une activité sera un petit peu ralentie quand même sur un segment. Mardi, pas grand-chose encore à se mettre sous la dent. On aura les chiffres d'inflation au Canada. On aura une publication des indicateurs avancés, donc c'est une publication mensuelle, indicateurs avancés aux États-Unis. Aux indicateurs avancés, c'est ce qui nous montre un petit peu, par rapport aux enquêtes ou autres, ce qu'on attend de la croissance, la dynamique dans les semaines et les mois qui suivent. Donc c'est toujours intéressant à surveiller, mais ce n'est pas un indicateur majeur non plus. Mercredi, ça va commencer à se densifier avec un autre discours de Bostic dont on vient de parler de la Fed, donc on va surveiller à nouveau. Un petit peu d'indice européen avec la confiance des consommateurs en zone euro. On aura également les minutes de la Banque centrale américaine, ce sera mercredi soir. Ça va être important justement pour voir si la Fed veut prendre son temps dans les baisses de taux, s'il y a des éléments qui ouvrent la porte à une baisse plus rapide. Donc voilà, gros rendez-vous, ce sera mercredi avec les minutes de la Fed. Jeudi, ce seront là aussi un rendez-vous important, les indices d'activité en zone euro, les PMI, les fameux PMI, et ce sera la première estimation, ce qu'on appelle le PMI flash. Donc là, ce sera important, on les aura pour la zone euro, donc France, Allemagne, etc. On les aura également pour les États-Unis, ces indices PMI de l'après-midi. Donc voilà, grosse journée de PMI jeudi prochain. Et on aura aussi jeudi les minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la BCE, donc important aussi par rapport à cette évaluation des éléments sur les premières dates de baisse de taux. Il n'y aura pas l'annonce évidemment, mais voir si ces minutes sont toujours assez prudentes par rapport aux baisses de taux, si on ouvre un petit peu la porte quand même. Voilà, c'est dans la sensibilité qu'on va regarder un petit peu ces minutes-là jeudi. Et puis on aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage pour voir là aussi si le marché de l'emploi américain reste toujours robuste. Et on finira la semaine prochaine avec l'indice du climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO, donc un discours du président de la Bundesbank, donc membre de la BCE qui s'appelle Nagel. Et on aura également des indices sur le prix des maisons en Chine, le prix des maisons neuves. Ça, c'est intéressant à surveiller par rapport au marché immobilier chinois, voir s'il y a un petit peu d'amélioration ou pas. Des prix qui baisseraient encore sur le prix des maisons, mauvais signe pour l'immobilier. Des prix qui se redresseraient un petit peu. Peut-être un début de bon signe qui commencera à apparaître. Donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. À tous, donc un excellent week-end. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.